Donc rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours le vendredi 16 décembre 2022 et je continue mes lectures digressives de cet ouvrage. L'espoir maintenant, Jean-Paul Sartre, Béni Lévy, les entretiens de 1980. Voilà, donc euh, ça fait suite à la vidéo qui précède en somme. Alors, je reprends où j'en suis exactement. Béni Lévy. N'oublie pas que le juif a une longue expérience des faux messianismes, la conjonction de l'homme juif et de l'homme de gauche, même en supposant la redéfinition de ce dernier, ne va certes pas de soi, évidemment. Donc, Sartre voulait défendre l'idée de quand même rester dans cette idée que il faut se ranger du côté de la gauche, etc. C'était légitime, il ne pouvait pas renier toute son existence. Et pour aller où? Si c'était pour aller vers la droite, c'était aussi stupide. Il y a pas, c'est pas un philosophe ne peut pas être, ne peut pas penser qu'il y a un modèle qui va vers la fin. Il est obligé de penser que il y a du bon dans tous les modèles et il y a du mauvais dans tous les modèles et que l'idéal c'est la fusion de tous les modèles, de prendre le meilleur de tout pour aller vers l'humanité. C'est ça la logique. Et c'est la logique même des philosophes qui étaient liés à la droite, plus ou moins. Je pense, par exemple, Raymond Aron, s'il était plutôt du côté du libéralisme, il me semble, hein, moi je parle toujours sous la forme des intuitions. Donc je suis pas, j'ai pas mes connaissances sont extrêmement limitées, donc c'est très intuitif et je vous demande de toujours bien euh, vérifier les dires que je prononce. Donc, mais s'il était donc plutôt du côté du libéralisme, évidemment, il devait condamner aussi les abus du libéralisme. Et condamner les abus du libéralisme, c'est comme appeler les bonnes choses du communisme. C'est ça. Et le communisme, ceux qui condamnaient les mauvaises choses du communisme, c'est comme s'ils appelaient les bonnes choses en compensation du libéralisme. La liberté d'entreprendre, le respect de la liberté, enfin toutes les choses bonnes du libéralisme, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est naturel en somme dans la pensée. Donc la logique voudrait que un philosophe ne s'inscrive pas dans un système en somme, qu'il pense et qu'il pense positif, pas en destruction d'un modèle, parce que ça sert à rien de vouloir détruire la gauche, juste par frustration, parce qu'on n'est pas content de ce qui a été fait. C'est ce qui se passe d'ailleurs et ce qui donne tout le carburant à la droite et à l'extrême droite. Donc c'est absurde parce que ça déséquilibre le système de l'évolution de l'humanité. Par contre, critiquer, c'est nécessaire, mais tout en révélant aussi le côté positif. Et l'idéal, c'est de penser un modèle qui soit à la hauteur de l'état d'esprit actuel. Et ça, je pense que l'idée de la symbiose, du symbiotisme, l'idée de quelque chose qui fédérerait l'ensemble des idéologies, l'ensemble des spiritualités, me semble le plus juste aujourd'hui pour l'évolution de l'humanité. Voilà, c'est la voie que j'aimerais à réfléchir. J'ai fait quelques vidéos, très mal faites d'ailleurs, comme toutes les autres, en somme, mais je, je vais essayer de peaufiner cette chose-là, de quelque chose qui pourrait englober toutes les idéologies, le meilleur de toutes les idéologies, avec donc une ligne de vision, une ligne de conduite qui serait qu'est-ce qui est bon pour l'ensemble humain. Voilà, qu'est-ce qui est bon pour l'ensemble humain dans le communisme, qu'est-ce qui est bon dans le socialisme, qu'est-ce qui est bon dans la droite, qu'est-ce qui est bon dans l'extrême droite, qu'est-ce qui est bon, et tous, voilà, c'est le truc. Mais qu'est-ce qui est bon pour l'ensemble humain? Par exemple,
de l'extrême droite qui veut écarter des humains de la route, ça c'est écarté direct. Par exemple, du communisme qui voudrait priver de liberté les hommes, c'est écarté direct. Voilà l'idée telle que je la conçois, cette chose-là. Et pareil, dans le spirituel, toutes les visions spirituelles universelles sont bonnes, et toutes les visions spirituelles qui diraient de maltraiter le mécréant ou celui qui n'est pas, celui qui ne croit pas comme moi, etc. Tout ça écarté. Voilà, c'est tout. On a juste besoin de ça, en fait, pour aller vers l'humanité. Et l'humanité, l'ensemble humain est tout à fait d'accord avec ça, à mon avis. Donc je continue. Jean-Paul Sartre. Et pourtant, la réalité juive doit rester dans la révolution. Elle doit y apporter la force de la morale. Elle y est tout le temps. Bien sûr, elle est dans le progrès. La communauté juive, elle est dans le progrès des valeurs. Voilà, dans les pays où il y a eu l'oppression, elle est toujours aux côtés des oppressés globalement. Après, il y a un cas particulier sur ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens. C'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. On peut pas. Et là, voilà, c'est autre chose. Ça fait travailler tout un tas de choses dans le fait que ça se passe comme ça. C'est pas pour rien. C'est que pour l'instant, malheureusement, c'est comme ça. Ça finira bien par la paix, évidemment. Parce qu'en plus, la spiritualité des deux côtés est intense en réalité. Elle est très fraternelle, cette spiritualité. Mais voilà, il faudra dépasser cela. Ça prendra un peu de temps, mais c'est, la paix est au bout du chemin, quoi qu'il arrive. C'est une obligation. Il y aura la paix sur le mont Sion. Je ne sais pas si c'est ce qui est dit dans la Bible, mais bon, la paix régnera totale, absolue, en Israël. Voilà. En Palestine, en Israël, peu importe comment on l'appelle, sur tout l'ensemble, la paix viendra. Voilà. Mais ça mériterait. Tout est explicable. Là, c'est vraiment explicable. Mais voilà, il faut prendre du temps. On peut pas. Là, c'est pas le moment. Béni Lévy. Bref, car il faut bien s'arrêter. Tu recommences à 75 ans. il, lui dit à Jean-Paul Sartre, tu recommences la révolution, mais c'est vraiment, c'est excellent parce qu'en fait, Sartre, c'est le petit gosse têtu. C'est pour ça qu'il était joyeux malgré toutes les misères qu'il avait à 75 ans. La dernière année de sa vie, là, il était encore comme un enfant, quoi. Donc, il avait rien perdu de ces trucs. Mais bon, en même temps, il a l'esprit tout à fait ouvert. Il comprend que c'est spirituel, qu'il y a le spirituel. Là, il n'est pas hostile au système. Et c'est là où c'est pas pour rien que Béni Lévy est rentré dans la vie de Jean-Paul Sartre à ce moment-là, etc. Jean-Paul Sartre. À vrai dire, il m'est arrivé 2 fois la même chose dans ma vie. Je veux dire la tentation du désespoir. La première fois, c'était en 1939-45. Je sortais de ma jeunesse. Je ne faisais pas de politique. Je m'occupais de littérature. Je vivais avec mes amis. J'étais heureux. Ma vie se dessinait. Survint la guerre et petit à petit, surtout après la défaite et l'occupation allemande, je me suis senti complètement privé du monde que je croyais avoir devant moi. Je me trouvais devant un monde de misère, de maléfices et de désespoir. Voilà, c'est exactement où nous en sommes pratiquement là. On sent bien qu'on est dans un moment ultra dangereux et peut-être plus dangereux encore que
les missiles de Cuba, que la guerre froide, que tous ces trucs-là. On est dans un moment ultra, ultra, ultra dangereux. Et pourtant, on en sortira. C'est clair. C'est exactement. Et ça nous plonge dans un désespoir. C'est très difficile de dire l'humanité va vers sa perfection dans un moment comme celui-ci. Mais si on regarde bien, il y a plein de sujets d'espoir. Tout le travail qui est fait sur l'écologie, tout le travail qui est fait pour faire tomber le système hégémonique, un système hégémonique pour passer à un système mondial, pour hisser l'ONU, en somme, dans l'humanité. Et peut-être que cette guerre, elle obligera l'humanité à accélérer vers le partage des leaderships, vers un ONU juste, complètement ouvert, qui tienne compte de tout le monde, qui aime tous ses enfants, parce que l'ONU, c'est symboliquement le père de toutes les nations, et voilà, quelque chose de vraiment favorable. Je continue. Mais j'ai refusé cette possibilité de désespoir qui était si fréquente autour de moi, et je me suis allié avec des amis qui ne désespéraient pas, qui pensaient qu'on pouvait lutter pour un avenir heureux, bien qu'il n'y eût aucune possibilité pour que cet avenir existât. C'est exactement ce qui devait se passer dans la mentalité des gens à l'époque, le désespoir mais absolu. Comment il fallait être sacrément... Et là, ceux qui se sont engagés dans la résistance, qui venaient de toutes les composantes, de la droite, de la gauche, de toutes les religions, etc., il fallait avoir... Quel était l'espoir qui les motivait devant quelque chose qui donnait que du désespoir? Parce que l'autre en face, il disait, c'est pour 1000 ans que je suis parti en guerre. Là. Et personne ne semblait pouvoir l'arrêter. Quelle force il fallait intime. Et cette force, elle est spirituelle. C'est spirituel. Et c'est clair que c'était spirituel chez les communistes qui pensaient que, quoi qu'il arrive, le, le, la, le communisme vaincrait. Voilà, que le bien finirait par vaincre, que la fraternité universelle finira par s'imposer, ce qui était proposé par le communisme dans les années 20, dans les années, etc. Donc, ils étaient persuadés que c'était ça. Donc, c'était de la croyance. Le communisme, c'est de la spiritualité matérialiste, mais c'est pareil, c'est la même chose. Voilà. Sauf que ça oublie qu'il y a du divin, c'est tout. Mais ils étaient fraternellement dans la même euh, vision. On devait résister sans doute, mais les véritables destinées de la guerre étaient hors de nous, chez les Anglais, chez les Américains. Là, j'ai senti la non-existence, la banalité quotidienne comme menaçant chaque Français et me menaçant. Et si j'ai cru malgré tout au recul du pouvoir nazi et à la fin de la guerre, c'est à cause de quelque chose en moi, l'espoir qui n'a jamais été longtemps mis en déroute. Je découvre en même temps que je lis les trucs. Et c'est clair que je comprends son état d'esprit. Mais il faut être, il faut être accroché à une spiritualité, laïque ou autre, mais c'est obligé, quoi. Puis la guerre se termina. J'ai eu à partir de ce moment-là une vie pas toujours heureuse, mais fortement marquée de débats, de causes à défendre, avec une pensée qui menaçait quelquefois de désespérer, comme au moment de la guerre de Corée, mais qui se reprenait vite. Et puis, petit à petit, quelque chose, encore une fois, s'est mis à se défaire. En 1975, j'étais encore celui qui avait été remué par mai 68 et qui, dans le fond, essayait d'associer ses idées aux idées 68ardes sans trop de contradictions. Et puis, la situation internationale est devenue ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire un triomphe des idées de droite, chez les gouvernants du moins, dans presque toutes les nations. Et il anticipait ce que nous sommes devenus. Et c'est très simple.
pourquoi il y a eu cette victoire des idées de droite qui vont se terminer. Ça, c'est pas quelque chose qui va durer éternellement. Comme, voilà, on peut désespérer devant ce que l'on voit là, devant les idées extrêmes d'ailleurs de droite, qui sont pas les idées de droite toutes simples. Mais on pourrait désespérer avec ça, mais ça sera dépassé, bien entendu. Alors peut-être que même ça risque de prendre le pouvoir et de maltraiter une grande partie de l'humanité, comme si ça s'est passé dans les années 30, 31, 32, 33, 34, etc., 35, 36, 37, 38, 39. La maltraitance de tous les opposants, les crimes, etc., la fin de la démocratie, le rentrer dans la dictature, possiblement, pourquoi pas. Mais on sortira de ça, comme on est sorti, peut-être par les drames, mais on sortirait de ce mouvement-là. C'est jamais ça qui l'emporte définitivement, même si ça tient des fois des années, comme ça a été le cas en Argentine, en Espagne ou ailleurs. Voilà. Mais au final, on en sort toujours. Voilà, l'idée, elle est là. Et c'est le bien qui gagne tout le temps. Donc, Benny Lévy, tu mets parmi les idées de droite l'Union soviétique, Jean-Paul Sartre, naturellement, et les Américains, les Suédois, Benny Lévy. Les Suédois, Jean-Paul Sartre, oui, leur nouveau gouvernement est à droite, alors que pendant des années, la Suède était à gauche. C'était un drôle de monde d'ailleurs que nous autres marxisants ne pouvions pas admettre parce qu'il était socialiste sans être marxiste. Ben voilà, c'est là où les petites querelles de clochers ont été aussi, ont participé à la chute du, du, des idées de gauche. Parce qu'ils ont été radicaux, aussi radicaux que les penseurs ont été aussi radicaux que l'URSS. Et c'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait être dans la contestation de ce qui n'allait pas en URSS. Et là, ça aurait pu évidemment infléchir le système. Mais bon, les choses se font comme elles doivent se faire. Donc, si c'est ça qui l'a emporté, c'est ça qui devait l'emporter. Ça nous paraissait un objet suspect. Il parle des socialistes suédois. Bref, toutes les nations aujourd'hui ont une droite triomphante. D'autre part, la guerre froide tend à renaître. L'invasion de l'Afghanistan est un fait particulièrement troublant. Une troisième guerre mondiale n'est pas impossible. Et surtout pour des causes qui sont toutes mauvaises, toutes mal pensées. Là, il prend conscience que les causes sont pas assez bien pensées. Et malheureusement, c'est le problème actuellement de l'humanité. Pour bien les penser, à mon sens, il n'y a que l'universalité. Il n'y a que la pensée universaliste. Et la pensée, la pensée universaliste qui peut ouvrir les esprits. Et donc, voilà, c'est peut-être là où va devoir se faire le travail. De toute manière, le système est destiné à s'universaliser. Les oligarques sont universalisés. Voilà, le marché est universalisé. Donc, la pensée va s'universaliser. Comment on pourrait dire, les visions positives de l'humanité, les visions, qu'on pourrait dire, qui veulent la fraternité en somme, les visions fraternelles qui veulent aider les gens qui souffrent, etc. On sait le faire maintenant quand il y a un tsunami quelque part, tout converge vers là, comme quand on a une plaie au genou, ben, l'ensemble du corps va gérer le système.
ou si on a si on a une section d'une jambe, eh ben le corps entier va trouver les trucs pour aller soigner à cet endroit-là. Et l'humanité, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et donc, on commence à le faire maintenant de façon universelle. On va le faire. Il y a encore les bagarreurs qui sont au pouvoir, c'est clair, on est là, ils nous mettent en danger, on est en danger, mais le, 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 la bienveillance, les fraternels sont hyper nombreux dans le monde. C'est juste qu'on n'est pas solidarisé, mais on est, on va dire, 90% de la population mondiale qui est fraternelle dans l'âme, que ça ne dérange pas, que l'étranger ne dérange pas, que l'autre ne dérange pas, qui a la curiosité de l'autre, qui a envie d'aller à la rencontre paisible de l'autre, connaître, savoir ce qu'il pense, comment il vit, qu'est-ce qu'il est, etc. Et dès qu'on le connaît, l'autre, on est ravi de voir sa différence. C'est un bonheur. C'est juste parce que les gens ont trop peur d'aller vers l'autre, parce que c'est même pas le racisme, l'antisémitisme, c'est juste la peur de l'autre, en somme, malheureusement. Et, et donc, ça empêche d'aller vers l'autre, de le comprendre, de voir sa différence, de voir, de voir sa beauté, parce que l'homme est beau, tous, on est tous comme ça, globalement. Voilà, et c'est ce vers quoi nous allons. Bon, bref, je reprends mon travail. Avec cette troisième guerre mondiale qui peut éclater un jour, dit Jean-Paul Sartre, avec cet ensemble misérable qu'est notre planète, revient me tenter le désespoir. L'idée qu'on n'en finira jamais, qu'il n'y a pas de but, qu'il n'y a pas de petites fins particulières pour lesquelles on se bat. Et c'est assez étonnant que moi, depuis que j'ai trouvé la mécanique universelle, ça fait 22 ans maintenant, donc que j'ai découvert cette philosophie, là, cette théorie, je n'ai jamais douté. C'est incroyable quand même. Il y a quelque chose qui c'est alors que j'étais un agnostique, quelqu'un qui doute. D'ailleurs, je doute de tout. Je doute de moi, de la possibilité d'être aimé, du regard qu'on a sur moi, de ce que je dis, de ce que je pense, de ce que je doute de tout sur moi, et là, je n'ai aucun doute, je n'ai jamais eu un seul doute de l'évolution vers cette finalité. C'est incroyable. On fait de petites révolutions, mais il n'y a pas une fin humaine, reprend Jean-Paul Sartre. Il n'y a pas quelque chose qui intéresse l'homme. Il n'y a que des désordres. On peut penser une chose comme ça. Elle vient vous tenter sans cesse, surtout quand on est vieux et qu'on peut penser, eh bien, de toute façon, je vais mourir dans 5 ans au maximum. En fait, je pense 10 ans, mais ça pourrait bien être 5. Et malheureusement, ça a été 1. Il est mort dans la foulée, là. Et oui, on peut se laisser aller au désespoir. Et là, tout nous donne à penser, et c'est pas pour rien qu'il y a ce moteur du désespoir aussi. C'est un des moteurs de l'humanité, le désespoir, quelque part. C'est ça qui est incroyable. Tout est moteur pour l'humanité. En tout cas, le monde semble laid, mauvais et sans espoir. Et on pourrait, voilà, 40 ans après, et voilà, là, il l'a dit dans les années 80, il y a eu le répit peut-être des années 90 où on a cru à la mondialisation heureuse. Et puis, ce sont les dominants de la mondialisation qui ont pris le pouvoir et qui sont rentrés dans la toute-puissance. Le libéralisme a sombré dans la toute-puissance. Il est devenu ce néolibéralisme et progressivement les gens ont vu qu'ils étaient arnaqués, qu'ils étaient abusés, qu'ils étaient maltraités, que c'est ça. La mondialisation qui se disait heureuse, qui allait être pour tout le monde, ne fonctionnait pas. C'était pas vrai, ça marchait pas, quoi. C'était lent, c'était pas conscient, c'était pas réfléchi. On était sous la coupe
du pillage. Et donc, voilà, et on est tombé là-dedans. Mais l'espoir est toujours là pourtant. Ça, c'est le désespoir tranquille d'un vieux qui mourra là-dedans. Mais justement, je résiste et je sais que je mourrai dans l'espoir. Mais cet espoir, il faut le fonder. Mais il l'a déjà pratiquement fondé là. Mais sauf que il fallait faire la dépression du communisme et la, pour passer dans l'expression de la spiritualité et aller vers cette spiritualité. J'espère que Béni Lévy l'a amené dans cette idée parce qu'en fait, je pense que c'était le sens de sa présence. Il faut essayer d'expliquer pourquoi le monde de maintenant, qui est horrible, n'est qu'un moment dans le long développement historique, que l'espoir a toujours été une des forces dominantes des révolutions et des insurrections, et comment je ressens encore l'espoir comme ma conception de l'avenir. Point final. Et bien sûr, dès qu'on lève la tête, on voit ça, surtout en tant que philosophe. N'importe quel philosophe en est là. Et je suis en train de m'intéresser à Søren Kierkegaard. En fait, ça m'a amené, Sartre m'a amené à cela. Après, il faudra que je m'intéresse à, 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 mince, euh, à Husserl. À Husserl, voilà. Il faudra que je m'intéresse aussi à Husserl. Et, et ben, voilà, je pense que je ne sais pas s'il y a des philosophes qui meurent dans le désespoir. Je ne crois pas. Parce que le moteur, il est... Alors, ça serait bien triste. Ça serait... Je pense que le philosophe qui meurt dans le désespoir, c'est le philosophe athée qui n'arrive pas à voir, qui ne croit, qui lutte contre le religieux, qui lutte contre le politique, et qui vit dans un moment comme celui-ci où tout s'est écroulé, les idéologies, les trucs. Il est là-dedans, il ne peut pas sortir de l'athéisme. Il ne peut pas aller vers le spirituel. C'est quelque chose, son narcissisme l'empêche de pouvoir dire bon Dieu, etc. Alors là, il peut mourir en disant ni Dieu ni maître, et dans le désespoir, vu le monde tel qu'il est. Mais ce n'est pas le cas. Merci.